Vous nous suivez de partout, vous faites de même, mesdames et messieurs. Merci pour cette grande confiance que vous nous renouvelez encore dans le cadre de votre magazine d'actualité Savoir en parler. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur un autre aspect de la vie, mais un aspect important, notamment l'aspect lié au projet. Vous savez, dans notre pays, il y a beaucoup de projets qui ont toujours été présentés, élaborés, mais malheureusement, dans la plupart des cas, ce sont des projets qui n'aboutissent pas. Et qu'est-ce qui fait que ces projets n'aboutissent pas? Qu'est-ce qui bloque véritablement la réussite de ces projets? C'est l'interrogation, ou sont là des interrogations auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir avec un invité qui est d'ailleurs expert en développement. Lui, c'est Emmanuel Shinti. Bienvenue. Je rappelle que vous êtes aussi chef de travaux à l'Institut facultaire de développement. C'est exactement ça. Alors, aujourd'hui, nous avons pensé parler de l'aspect projet, parce que déjà, voir la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est un chantier. Il faut beaucoup de projets, des projets qui doivent finalement réussir. Et en même temps, il s'observe que les quelques projets qu'on a toujours eu à présenter ont toujours eu à souffrir faute des paramètres ou de certains paramètres qui n'ont jamais été pris en compte. Alors, vous, en tant qu'expert en développement, dites-nous, expliquez d'abord à ceux qui sont en train de le suivre, c'est quoi un projet? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, parce que votre chaîne est thématique et souvent elle s'intéresse à des matières beaucoup plus importantes pour la vie des citoyens. Et je crois que vous avez abordé là une question très importante, notamment le projet. Vous savez que vous, les journalistes, chaque fois que vous allez interviewer quelqu'un, vous lui demandez toujours quel est votre projet d'avenir. Là, c'est notre sens. Et vous allez au Parlement, il y a ce qu'on appelle le projet de loi. C'est encore une autre orientation. Et vous allez chez le politicien, il parle de projet de société. C'est encore une autre orientation. Mais parler de projet de développement, parce que comme je vous l'avais souligné la fois passée, tout développement est assis sur le projet. C'est quand il y a le projet bien concis, bien élaboré, qu'on peut arriver à changer des situations. Brièvement, je voulais vous dire qu'un projet, ce n'est qu'un ensemble coordonné des moyens humains, des moyens financiers, des moyens techniques, réalisés dans un temps précis et pour atteindre des objectifs précis. Très bien. Voilà ce qu'on appelle un projet. À ce moment-là, quelle différence doit-on établir entre projet et programme? Voilà. Le programme, c'est cet ensemble de projets. Parce que je voulais même préciser là tout de suite que le projet peut être sectoriel. Mais lorsque, dans un secteur donné, vous allez élaborer un certain nombre de projets pour résoudre un certain nombre de problèmes, là, ça constitue ce qu'on appelle un programme. Et là, je précise aussi, lorsqu'il y a plusieurs programmes, et cet ensemble de programmes-là constitue ce qu'on appelle le plan de développement. C'est comme ça que dans beaucoup de pays, ou dans notre pays, on parle de plan quinquennal, de plan de ceci ou de cela. Donc, il y a un ensemble de plusieurs programmes qui ont été mis en place pour arriver à changer une situation initiale à une situation nouvelle. Mais nous sommes un pays qui veut tendre vers le développement à l'horizon 2030, à l'horizon 2050, ça dépend des différentes projections que l'on peut se faire, mais aussi des différentes actions que l'on doit mener sur le terrain. Et à cela, il faut associer des différents projets de développement qui doivent aussi être mis en place en vue d'atteindre un objectif précis tel que vous l'avez souligné. Maintenant, qu'est-ce qui fait que souvent chez nous, on commence avec des projets et on ne sait pas aboutir ou encore on ne sait pas voir l'aboutissement heureux de ces projets? Très bien. Je crois que c'est une question majeure. Et si tout le monde se posait cette question-là, je pense que les choses auraient pu changer. Lorsque les projets sont mal conçus, mal élaborés, vous ne pouvez pas vous attendre à un miracle. Parce que le projet, par essence, comme je viens de vous le dire, il suppose une situation initiale mauvaise.
Et cette situation doit être transformée à une situation meilleure. C'est là où s'insère le projet. Donc le projet constitue un mécanisme qui permet de transformer les mauvaises conditions données, d'un milieu donné, à une meilleure situation. Mais malheureusement, qu'est-ce qui arrive ici? On arrive, les projets qui sont conçus au-dessus, au sommet, et qui viennent être exécutés en bas, dont les bénéficiaires ne connaissent même pas ni les tenants et les aboutissants. Et donc, ces projets-là finissent de la même manière dont ils ont commencé. Mais pour bien vous dire, les vrais projets de développement qui doivent, censés transformer les conditions de vie des gens, devaient faire participer, impliquer la population future qui sera le bénéficiaire. Alors, si les participants ou si la population locale ou population ciblée est intéressée à ces projets-là, il doit exprimer ses besoins fondamentaux qui ne sont pas satisfaits. Et le projet devait s'atteler principalement sur ces besoins principaux pour arriver à les amener à la satisfaction totale. Et là, on peut parler de projets réussis. Mais comme vous venez de parler, pourquoi les projets échouent? Les projets échouent parce que, les projets ont été mal élaborés. Dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, la population n'a jamais été intéressée. Deuxième chose, comme je vous l'avais souligné dans l'autre émission, le projet peut être conçu, mais financièrement, il est totalement exécuté. Mais physiquement, sur le terrain, il n'a connu que 10% d'exécution. Ça veut dire quoi? Cela veut Quand dire... on dit financièrement, on exécute, ça veut dire qu'on sort l'argent, mais ceux qui doivent exécuter ne mettent pas de moyens conséquents pour que le projet soit bien exécuté. Et c'est bien cela. Parce que le projet, il a une série d'activités qui doivent être données, qui doivent être mises en place pour cheminer vers l'atteinte des objectifs. Et chaque activité accompagne chaque objectif. Et chaque activité est financée. Mais dès lors que les activités pour lesquelles on décaisse les fonds ne sont pas exécutées, l'argent part dans les poches des gens et ces activités-là restent stériles sur le terrain. Et en conséquence, vous n'allez pas arriver à atteindre ou à dégager les résultats. Et donc, la situation mauvaise qui était là au début de lancement du projet va demeurer, et raison pour laquelle nous nous trouvons dans la même situation. Parce qu'imaginez-vous, si je prends un cas simple, à Kinshasa, il y a plus de 12 000 ONG. Et plus de 12 000 ONG. Et chaque ONG porte toujours un projet. Mais imaginez-vous que si ces 12 000 ONG avaient des projets d'impact visible, et si ce projet était convenablement exécuté, mais je crois que la population de Kinshasa aurait changé son mode de vie. Mais regarde aujourd'hui, en dépit de l'existence de ces ONG-là, avec leurs projets, les conditions de vie ne font que régresser. C'est pour vous dire, les projets-là sont soit mal élaborés, la population n'a pas été impliquée, ou soit au niveau de l'exécution, les fonds destinés à financer chaque poste ont été envoyés ailleurs. Très bien. Détournés. Alors, puisque vous parlez de ces aspects, quels sont maintenant les véritables éléments dont il faut tenir compte lorsqu'on veut élaborer un projet? Parce que c'est parmi les aspects que vous avez eu à évoquer, que souvent certains projets n'aboutissent pas parce qu'au départ, on ne tient pas compte des préalables qui doivent faire partie d'ailleurs des aspects qui doivent accompagner même l'élaboration de ces projets. Très bien. Mais je tiens à souligner ceci, à l'intention de nos téléspectateurs. Les projets, en fait, viennent apporter une solution à un problème posé. Et lorsque, comme ici à Kinshasa ou dans notre pays, nous avons des problèmes dans tous les secteurs de la vie nationale. Tous les secteurs. Tous les secteurs. Tout est priorité. Tout est prioritaire. Il faudrait d'abord qu'on puisse mener l'enquête dans le milieu concerné pour que la population puisse elle-même dégager ses propres prioritaires. Et ces priorités-là sont coulées en termes de problèmes, lesquels problèmes le projet va prendre en charge. Et lorsque la population est impliquée dans le projet, et lorsqu'on commence à l'exécuter, il faudrait mettre les indicateurs de gestion.
il faudrait qu'on sache qui suit le projet, il le suit quand, où et comment. Il faut que ces éléments soient d'abord réunis. Et une fois que le projet est en train de cheminer, il faudrait l'évaluer pour voir est-ce qu'on s'écarte des résultats ou bien on est dans la direction des résultats. Une évaluation à mi-parcours. À mi-parcours. Et lorsque cette évaluation est faite, je crois que les conducteurs de projet peuvent déjà penser s'il est en bonne direction ou bien il est en mauvaise direction et rectifier les tirs. Mais malheureusement, tout cela n'est pas fait. Vous voyez un projet qui commence, jusqu'à son terme, il n'y a jamais eu une évaluation à mi-parcours. Et lorsque vous venez faire l'évaluation finale, vous allez constater que le même problème qui était au début persiste jusqu'à la fin. Et donc, le projet a été à rien. Alors, en ce moment-là, c'est très compliqué parce que lorsque souvent on veut exécuter un projet, beaucoup plus les gens s'attellent à l'aspect finance, l'argent, ou on va évoquer aussi le fait que certains projets sont élaborés par des personnes qui ne maîtrisaient pas, par exemple, le domaine, parce que, il faut le dire ici, dans le cadre des aspects politiques, par exemple, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans un ministère technique, par exemple, au lieu d'associer les experts pour que vous puissiez élaborer un projet qui va aboutir, par exemple, à l'assainissement ou encore à la protection de l'environnement, ce n'est qu'un exemple, on n'associe que des politiques et non des experts. Et en ce moment-là, ça devient aussi notre difficulté. Oui, mais voilà. C'est le mal dans l'ensemble. Parce que aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre le réchauffement climatique. Et vous savez, il y a combien de projets qui ont été élaborés dans ce sens-là. Il y a le politicien qui, pour une raison X ou Y, sous pression, il peut concevoir quelque chose, l'appeler un projet et le réaliser dans son milieu d'origine, peut-être pour avoir la popularité et un jour pour être voté. Mais il ne faut pas penser que ce projet va atteindre les objectifs. Parce que lorsque la population n'a pas dégagé ses vrais problèmes, le projet va se réaliser pour toucher ce qui n'est pas le vrai problème. Et là, ça tape à côté de la planche. Mais lorsque la population s'exprime par sa parole populaire, dégage ses propres problèmes majeurs, ressentis, et le projet prend en compte ses besoins, les examine, les canalise et met en place tous les mécanismes de conception et d'élaboration, je crois que le projet peut atteindre de bons résultats. Bon, maintenant, regardez, lorsque le politique écarte les gens de développement ou les experts en développement ou des projets, mais il ne faut pas vous attendre à un miracle qui peut s'opérer. Mais lorsqu'on associe ces gens-là, qui peuvent apporter leur expertise pour ne fût-ce que préciser les choses dans leur conception, dans leur élaboration, je crois qu'ils peuvent atteindre de bons résultats. Et d'ailleurs, regardez, bon, je ne suis pas politicien, je suis seulement scientifique, je lis comme vous. Ici, on analyse. Voilà. Vous parlez des projets Bokangalonzo qui fait aujourd'hui des problèmes dans les médias gauche à droite. Mais il faut savoir aujourd'hui, vous et moi, quels sont les dividendes que nous tirons de ce projet-là aujourd'hui. Mais regardez, combien de millions ont été dépensés pour ce projet-là et pour quelle fin? Et ce projet a pêché à quel niveau? Parce que vous avez évoqué ça et que nous sommes en train de parler des projets. Est-ce que les études ont été faites? Pêcher une marque. Première chose. Est-ce que les études de faisabilité ou de préfaisabilité, est-ce qu'ont été faites? Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'on va dire que tous les experts qui sont au niveau des différentes institutions n'ont pas eu à tenir compte de ces aspects pour Je n'en sais rien, mais je parle comme scientifique. Est-ce que les sols de là où on a implanté le projet avait-il été analysé pour savoir si ce sol-là était fertile ou être en mesure de supporter telle plante? Là, nous ne connaissons pas. Mais au moins, les faits réels du terrain nous indiquent qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que, à quoi servir pour un projet qui peut valoir $10 000
avoir de bons résultats, mais vous dépensez 5 000 $ pour avoir les mêmes résultats. L'efficience n'a pas été bien calculée. L'efficience n'a pas été prise en compte. C'est pour vous dire quoi? Dans le projet, il faut d'abord commencer par la définition même des projets en faisant des études réelles de terrain qui doivent vous donner les vrais problèmes ou les vrais besoins ressentis par la population. Et lorsque ces besoins-là sont ressentis, lorsqu'ils sont bien définis, vous devez maintenant planifier et faire la programmation des activités. Et lorsque cela est réalisé, vous pouvez maintenant passer à l'exécution. Mais regardez, dans tous les projets que nous avons là, au niveau des conceptions, ils trouvent peut-être des gens qui peuvent les aider pour pouvoir les financer. On les finance. Et sur le terrain, il n'y a que 10% qui est réalisé. Mais là, on a failli parce que l'argent, les mécanismes de suivi, comme je vous ai dit là, les suivis, la supervision, l'évaluation à mi-parcours, l'évaluation finale ou même l'évaluation ex post n'ont pas été exécutés. Or, tous ces éléments-là devaient permettre à assurer le promoteur que le projet a été mené à bon port et voilà les résultats. Parce qu'il faut savoir, lorsqu'on lance un projet dans un milieu, ce qui compte, c'est de voir l'impact que ce projet crée sur les bénéficiaires. Parce qu'ils doivent avoir les retombées de ce projet-là. Mais si les retombées sont beaucoup plus négatives, mais je crois que ça aurait été très, très perdant pour la population et pour le promoteur. À un moment donné, les Kinois ont quand même consommé, ne fût-ce que le maïs. Et pour combien de temps? Et pour combien de temps? Et pour combien de temps? C'est ça que je viens de vous dire. En termes d'efficience, si on pouvait prendre même un quart de ce montant-là, donner aux paysans, améliorer des routes de secteur agricole, on aurait arrivé au même résultat. Mais allez voir les engins qui sont sur place et qui sont en train de s'amortir inutilement et sans avoir apporté les résultats attendus. Vous évoquez la question des moyens, mais lorsqu'on voit les différentes analyses qui ne cessent de se faire par rapport à ces projets, on estime qu'à un moment donné, il y a de l'argent qu'on a mis à la disposition de ceux qui devaient travailler. Et puis par la suite, avec les enjeux politiques, on n'a plus donné l'argent. Voilà pourquoi le projet s'est arrêté. Sans pourtant que ça puisse porter des fruits tels qu'attendus en termes d'objectifs définis au départ. Regardez, je vous ai parlé, lorsque vous définissez votre projet, il faut planifier les activités, il faut les programmer. Et l'argent qui doit être décaissé doit savoir qu'en tel mois, on doit financer tel poste. En tel mois, on doit financer celui-ci. À tel mois, on doit le faire. Est-ce que cela avait été respecté? Ah ben c'est ça le problème avec la politique en République du Congo. L'aspect continuité de l'État. C'est lui qui vient, il trouve un projet, il le met de côté, il veut regardez, monsieur le journaliste, faire autre chose. Le bailleur de fonds sérieux ne peut pas continuer à décaisser l'argent dont il n'a pas un rapport financier fiable. Il ne peut pas le faire. Parce que si la première activité, on a décaissé autant, il faudrait qu'on voie que cette phase a été totalement exécutée. Et si on se rend sur le terrain, on trouve que cette phase n'a pas été exécutée, on ne peut pas décaisser pour le second poste. Vous comprenez? Donc, à vrai dire, lorsque les choses sont bien planifiées, lorsque les choses sont bien programmées et que les mécanismes de financement s'exécutent normalement, on arrive à atteindre de bons résultats. Mais lorsque déjà, au niveau même de la planification et de la programmation, ça pose déjà des problèmes et le financement n'a pas suivi, vous n'allez qu'à récolter l'échec du projet sur le terrain. Alors là, nous étions en train de parler du projet Bukanga-Lozo, qui continue d'ailleurs à faire couler encre salive maintenant là. Mais du moins, je crois que vous êtes quand même d'accord avec moi, quelque part, la politique devient aussi une distraction de notre pays parce que on se rend de plus en plus compte que lorsqu'il y a un ministre, par exemple un ministre qui a été dans un domaine précis et qu'il a initié un projet, celui qui vient, au lieu de continuer
le bel élan laissé par le prédécesseur, il met de côté et lui, il vient initier d'autres projets. Et en ce moment-là, tout l'argent qu'on a déboursé pour le premier, c'est de l'argent qui se volatilise inutilement aussi. Ça, vous devez aussi l'admettre. Non, vous raisonnez comme journaliste. Mais moi, je parle comment je raisonne. Mais moi, je pose la question parce qu'il faut éclairer ceux que nous suivons. Je vais répondre à la question. Moi, je raisonne, je réfléchis en termes de technicien. Allez-y. Voilà. Lorsqu'un projet est conçu et qu'on a fait l'évaluation ex ante, on a trouvé que ce projet vaut la peine, il est valable, il est validé et qu'on doit le financer, les moyens sont mobilisés. Et les moyens, je ne peux pas dire que les moyens doivent être mobilisés du coup, ils doivent être mobilisés progressivement selon le mécanisme d'exécution de projet sur le terrain. Très bien. Mais lorsque le projet, la première phase, est exécuté, on constate que 100% des moyens financiers sont décaissés, mais la réalisation est de 10%. Mais je crois que la réalisation sur le terrain est de 10%. On met une pause, on évalue. Là, il faut réfléchir. Il faut évaluer pour savoir pourquoi ça n'a pas été exécuté. Et regardez aussi, les gens se précipitent à décaisser, c'est parce qu'ils doivent tirer en aval, déjà empoché, et le reste, ça, ce n'est pas leur affaire. Et c'est ça qui se fait généralement dans tous les pays, et dans tous les projets exécutés dans les pays sous-développés. Vous trouvez toujours que dans ce projet, on a dépensé autant. Et c'est ça même qui a endurci les quêtes des bailleurs. Aujourd'hui, beaucoup de bailleurs deviennent têtus. Lorsque vous présentez un projet, ils vous demandent même vous-même de vous autofinancer. Pourquoi? Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui élabore un projet, on lui dit, écoutez, si vous voulez que nous puissions venir vous appuyer, vous-même au départ, vous devez quand même avoir un montant. Donc ça a été dicté par notre comportement. Ça a été dicté par notre comportement. Et rappelez-vous qu'à l'époque, les ONG qui avaient des projets d'impact sur la population bénéficiaient facilement des interventions. Parlons aussi de ces ONG-là qui parfois aussi justement, étrangères, ne jouent pas franc jeu. Mais lorsqu'on a constaté que la plupart des fonds ils sont détournés, décaissés, vont dans les constructions de maisons privées, dans l'achat de véhicules, bon, ces gens-là se sont retenus. Et c'est normal, ce n'est qu'un mécanisme de prévention. Et c'est pourquoi aujourd'hui, lorsque vous mettez un projet vital dans un milieu donné, vous devez d'abord mobiliser les ressources. Et ces ressources-là doivent être bien suivies. On devait décaisser poste par poste, pour savoir qu'on est dans la bonne direction. Mais le mal, c'est quoi? Parce que vous avez posé la question tout à l'heure que, voilà... Continuité de l'État. Parce que vous-même, vous avez parlé tout à l'heure là, du mécanisme de financement. Voilà. Il se peut que dès lors que l'on commence avec la première phase, il y a remaniement, c'est un autre ministre qui vient et lui, il bloque les choses, il bloque la machine. En ce moment-là, ça se passe comment? Je n'ai pas été dans le cœur du ministre pour savoir s'il a décaissé. Mais du moins, nous savons que ce sont des pratiques qu'on a souvent vécues chez nous. Je ne suis pas tellement... Et les exemples sont légion. Je ne suis pas tellement de cet avis-là. Allons-y. Et pourquoi? Si le ministre qui arrive, il constate que les postes pour lesquels on lui demande de financer étaient déjà financés, mais en bonne conscience, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Et là, on va lui imputer la faute que non, voilà la continuité de l'État. Non, non. Parce que s'il fait le double emploi, mais c'est lui qui sera victime. Surtout aujourd'hui, la situation est devenue très tendue. Tout le monde est sur ses gardes. Je crois qu'on doit veiller. Alors, la plupart de nos projets dans notre pays ont échoué. C'est parce que la plupart des mécanismes de suivi, d'évaluation n'ont pas été exécutés. Ces mécanismes n'ont pas été exécutés. En même temps, ces mécanismes n'ont pas été suivis. Alors, prenons un autre aspect. Oui. Parlons de Kinshasa Bopeto, par exemple. Un autre aspect aussi. J'allais arriver d'ailleurs. Parce que on se rend compte que même bon Union Soubabimi Sarawana, ça ne fait rien. Parce que Kinshasa continue à être ce qu'elle est aujourd'hui. Envahie par des poubelles, la saleté bat son plein. Et tantôt on commence, on arrête, on va ailleurs et puis on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est fait. Voilà. Exactement. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le projet de prestige. Projet de prestige. De prestige. On fait quelque chose là. Le matouvisme. Voilà, pour impressionner les gens. Mais
il faut se demander, dans le fond, est-ce que cela a créé un impact sur la population? Ça, c'est la première question. Comme je vous ai dit au début, il faut l'implication des populations bénéficiaires. Devait permettre le changement d'une situation initiale qui est mauvaise à une situation nouvelle qui est meilleure. Bon, aujourd'hui, avec tout ça, qu'est-ce que nous, la population quinoise, qu'est-ce que cela nous a impacté aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, tu peux trouver sur la route là, à quelle heure d'ailleurs, à l'heure de l'embouteillage, les gens sont tentés de faire des trucs là et ils contribuent même aux embouteillages. Et après 2 jours, c'est la même chose. Vous comprenez? C'est pour vous dire quoi? Le projet Bobette, c'est un très bon projet. Parce que lorsqu'un millier... Quand vous dites déjà un très bon projet, pourquoi? Soyez beaucoup plus précis parce que si déjà le projet est bon au départ, on peut espérer... Pourquoi il est bon? Parce que lorsque vous allez assainir un millier, vous allez évacuer tout ce qui est insalubre dans son milieu là, donc les hôtes qui peuvent apporter, d'autres vecteurs qui peuvent apporter les maladies, devaient être évacués. Et la population doit avoir des dividendes en termes de santé. Vous comprenez? C'est pourquoi que du point forme, c'est très bon. Mais dans le fond, dans l'exécution, c'est là où il y a tous ces dérapages que vous et moi, nous constatons. Bon, mais ça persiste. Parce que si Kinshasa, qui est aujourd'hui qualifiée de la ville la plus sale du monde, excusez-moi, à cause des nombres d'immondices incalculables, si ce projet-là, avec la durée qu'il a déjà fait, et qu'on aurait déjà évacué un fils qui est 90%, même 60%. Même 60% de ces immondices, je crois qu'on aurait bien Est-ce que les problèmes devaient être évacués seulement ou chercher aussi à valoriser? Mais justement, quand je parle d'évacuation, c'est une évacuation qui doit être suivie des mécanismes de transformation des déchets pour créer d'autres sources d'énergie. Mais est-ce que aujourd'hui, vous et moi, ou l'homme de la rue, peut-il dire que nous sommes, c'est OK, c'est propre, il n'y a plus de problème? Je ne pense pas. Parce que ce qu'on évacue aujourd'hui, demain, nous tombons dans la même situation. Alors, quels sont, de manière beaucoup plus précise, les différents aspects qui bloquent effectivement ce projet Kinshasa-Bopeto? C'est bloqué à quel niveau? Parce que tantôt, il y a des experts en environnement qui disent, écoutez, nous n'avons pas été associés. Et d'autre part, il y a d'autres qui devaient aussi être partie prenante, qui se disent on n'a pas aussi été impliqués en amont. De l'autre côté, on s'est dit aussi la population elle-même qui est bénéficiaire du projet n'a pas aussi été trop impliquée. On s'est arrêté au niveau politique, on a pris une décision et la suite, c'est que nous sommes en train de déplorer que la ville continue à être très Mais il faut savoir, dans tout projet de développement, l'élément moteur qui peut permettre à la population à s'impliquer ou bien à s'approprier ce projet-là, il faut la sensibiliser. Très bien. Ça, c'est un. De deux, dans un projet où vous n'avez pas cette expertise-là, il faut faire recours, il faut la chercher pour la faire impliquer. Troisième élément, lorsqu'on veut exécuter un projet donné, il faudrait que tous les mécanismes financiers soient déjà prédisposés. Et alors, l'action va se réaliser dans le délai précis, mais pour laisser des résultats durables. Mais malheureusement, vous venez de révéler ici qu'il y a les experts en développement qui disent qu'ils n'ont pas été associés. Ça peut être vrai. Et nous, les experts en développement, on dit que nous, on n'a même pas été... Même pas invité. Ou informé du projet. Voilà. La décision est tombée du haut, du haut en bas. C'est ça que je vous ai dit au début. Je vous ai dit que le projet doit partir de la base. Il faudrait que la population cible censée être bénéficiaire devait être impliquée pour sa participation active. Et lorsque les actions vont commencer à se réaliser, tout le monde va s'en approprier. Mais lorsque, du coup, on se réveille le matin, voilà ce qu'il y a ici, alors on commence à gauche à droite, bon, tout le monde reste spectateur et dit, bon, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Ah non, c'est toujours la même chose qui arrive. Et le lendemain matin, vous trouvez la même population, comme venait de dire, il va jeter encore ses déchets au même endroit où on a balayé hier. C'est pour vous dire que
la population qui n'a pas été impliquée, n'a pas été associée, ne peut rien faire. De deux, les experts concernés qui n'ont pas été impliqués aussi dans ce projet-là, et il y a certaines technicités qui échappent. Et donc, on arrive à des résultats pareils que vous et moi, nous constatons. Alors, vous êtes beaucoup plus attelé au fond pour dire que la forme est bon. Ça semble être bien présenté. Mais alors, lorsqu'on essaie un peu de parcourir la ville de province de Kinshasa, rien qu'avec les différentes maquettes que l'on présente du projet, on se rend compte qu'on met plus à l'avant-plan. Tout est communication, ne vous en faites pas. On met plus à l'avant-plan les individus que les actions qui doivent être menées par rapport au projet. Là aussi, c'est un autre problème. Non, écoutez. Moi, personnellement, je n'ai jamais été étonné avec vous savez, avec les 5 chantiers. Par exemple. Vous trouvez Avec les 5 chantiers, on ne présentait pas trop les individus. Non, mais attendez. On présentait beaucoup plus les actions. Mais ici, nous parlons d'un projet où on met plus en évidence les individus que les actions qui doivent être menées. Les actions qui étaient présentées étaient sur les tableaux. Et d'ailleurs, quand vous regardez les tableaux, mais vous avez dit que Kinshasa va devenir comme Tokyo. Quand vous voyez ce qui est présenté sur les tableaux à gauche, à droite, qui étaient positionnés dans les différentes rues, mais Kinshasa va venir comme Tokyo. Mais en réalité, lorsque vous êtes sur le terrain, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est pour vous dire quoi? Les gens qui conçoivent ce projet-là, ils les conçoivent mal. Les gens qui élaborent ce projet-là, ils les élaborent mal. Et s'ils ont besoin d'assistance, ils peuvent contacter toutes les expertises concernées qui peuvent les aider à concevoir quelque chose de bien pour que les résultats soient durablement sentis sur le terrain par les bénéficiaires. Très bien. Alors, le compatriote qui est à la maison, qui est en train de nous suivre, quand il se rappelle de la manière dont je vous ai présenté, il s'est dit, mais où va le Congo? Parce que vous êtes chef de travaux. Et souvent, on vous accuse, vous les scientifiques, parce qu'aujourd'hui, vous dites que non, voilà, ceux qui élaborent les projets, ils les font très mal, ils ne veulent pas associer les scientifiques. Mais quand ils vous invitent chez eux, vous oubliez votre casquette des scientifiques, vous entrez dans le jeu politique, vous attirez les bénéfices, ça veut dire le lucre, de l'argent, et vous oubliez le fait que vous devez mettre cette science au profit de cette population en élaborant un projet qui sera à la faveur de cette population. Mais ces journalistes, regardez, quand je parlais que sur la forme c'était un très bon projet, ce projet-là, ce genre de projet d'assainissement ne sont pas seulement exécutés ici en République démocratique du Congo. Ailleurs, on les exécute. Si vous allez dans d'autres pays, ces projets-là fonctionnent en plein régime. Et les résultats sont durablement sentis par la population et la santé s'est améliorée. Vous comprenez? Parce que vous allez dans d'autres pays, vous trouvez à 5 heures, il y a les véhicules d'évacuation qui viennent évacuer les déchets. On les dépose dans les centres de transformation. Ils sont transformés et le cadre physique est toujours propre. Vous comprenez? Alors, et ils ont des moyens. Ils ont même des centres de transformation. Vous ne pouvez pas concevoir un projet sans moyens. Parce que je vous ai dit par définition qu'un projet est une combinaison de moyens humains, matériels et financiers. Mais si vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas réaliser ce projet-là. Et si ailleurs, les choses se passent convenablement, dans les mêmes conditions, mais pourquoi ici ça ne peut pas se faire? Ils ne sont pas dans les mêmes conditions. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez... Est-ce que les ressources humaines manquent ici? Allez-y. La main-d'œuvre manque ici, elle est en abondance. Les experts de conception et élaboration de projets, est-ce qu'il manque ici? Il en a. Les entreprises, il en a. Est-ce que les moyens financiers manquent? À ce moment-là, nous pêchons à quel niveau exactement? Parce que vous avez dit, la question que j'ai posée à un moment, vous avez dit clairement que certains projets sont mal élaborés. Alors, par rapport à cet aspect des choses, alors je me dis, alors tous les scientifiques qui sont là autour des politiques, qui les aident souvent dans l'élaboration des projets, donc ils sont ignorants ou ils les font par mauvaise foi. Parce que le plus souvent, les scientifiques traversent vers les politiques et lorsqu'ils sont là-bas, ils sont engloutis, même comme une épée dans un fourreau, au point qu'on ne peut même plus les reconnaître. Je vous trouve dans ce studio en train de faire votre métier, vous pratiquez vos techniques. Bon, je n'ai rien à vous reprocher. Vous comprenez? Et lorsque moi, je suis dans mon domaine de conception de l'élaboration de projet, je le fais comme je l'ai appris.
Mais beaucoup de ceux qui ont traversé ont fait le contraire. Non. Je le fais comme je l'ai appris. Et lorsque je suis engagé, j'arrive jusqu'au fond de ce que j'ai pensé faire. Mais maintenant, lorsque quelqu'un vous dit faites-moi rapidement un projet sous pression parce qu'il doit le mettre dans son coin de manière à ce qu'il puisse avoir une dividende politique, mais ça va produire quel résultat? Ça, c'est un. De deux, je vous ai aussi dit au début, pour qu'un projet réussisse, il faudrait faire participer la population. Mais les bénéficiaires. Les bénéficiaires. Dites-moi ici à Kinshasa, est-ce que la population de Kinshasa avait été sensiblement sensibilisée pour la participation à ce projet-là? Ça, c'est... Question marque. Un autre point d'interrogation, parce que cette population a tenu à nous suivre. Justement. Alors, comme il n'a pas été intéressé, il voit ce projet comme étant quelque chose de quelqu'un d'autre, il ne le concerne pas. Et donc, il ne sait pas s'en approprier. Et deuxième élément, c'est qu'il décaisse les moyens. Est-ce que les moyens qui sont décaissés arrivent-ils réellement à destination pour faire ceux pour lesquels ils ont été destinés? Ça, c'est une autre question. Mais au moins, les preuves qui sont là-bas aujourd'hui, il y a de quoi émettre des réserves. Vous comprenez? Alors, et c'est pour cela, d'ailleurs, que beaucoup de projets échouent. Alors, c'est la question. Je reviens avec cette question. Nous échouons souvent à quel niveau? Est-ce que le problème, c'est parce que les projets sont souvent mal élaborés, ou soit les projets sont bien élaborés, mais les différents mécanismes d'exécution ne suivent pas? Sans être extrémiste, je dirais que ça peut échouer en amont. Tout comme en aval. Tout comme en aval. En amont, si c'est mal conçu, mal élaboré, eh bien, ça va échouer. En amont, et plutôt en aval, lorsque l'argent qui est débloqué pour financer les activités arrive dans les poches de ceux qui exécutent le projet et n'arrive pas dans la réalisation d'activités, mais le projet va échouer. Ça va échouer. Alors, puisque vous le dites, mais il s'observe aussi un phénomène de détournement des projets. Ça veut dire, vous élaborez votre projet, vous vous introduisez quelque part, attendant qu'on vous appelle pour que vous puissiez analyser le projet, que vous puissiez voir comment exécuter ces projets. Mais malheureusement, on ne vous appelle pas. 2 ans après, vous vous rendez compte que c'est votre projet qui a été utilisé quelque part. Oui, mais... Voilà, ça se passe comment? Parce que ce sont des situations que nous vivons souvent. Exactement, mais tout ça, ça fait partie des causes d'échec de ce projet-là. Pourquoi? Lorsqu'un projet est mené, il est mené dans un cadre spécifique, avec les réalités propres. On sait que ce projet qui a été mené à Kinzamvouete, à Moueneditu, à Lodia, à Mbandaka, répondait à un certain nombre de critères et pour résoudre un certain nombre de problèmes. Mais lorsque vous le détournez, vous l'envoyez soit à Colusi, soit dans un autre coin du pays, dont les réalités sont différentes que celles pour lesquelles le projet a été réalisé, mais ça ne va pas aboutir. En d'autres termes, souvent dans ce cas-là, l'argent va dans les poches des gens et il n'y a pas de traces sur le terrain. Alors que fait en ce moment l'initiateur du projet? Voilà. L'initiateur du projet, quand il conçoit le projet, il doit savoir lui-même qu'est-ce qu'il vise. Parce que le projet provient d'une idée. Mais il a des objectifs, mais il a besoin d'être financé. Il introduit le projet quelque part. Mais il est désarmé. Et après... Il est désarmé. Parce que le projet vient d'une idée, et son idée se concrétise par ce projet-là pour être martelé sur le terrain. Et demain, là où il a introduit le projet, on ne l'appelle pas, mais curieusement, il est surpris que le projet est parti ailleurs. Mais il est désarticulé. Il est désarticulé. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, comment il doit faire pour protéger comment il faut faire pour protéger un projet? Ça veut dire que vous élaborez un projet en attendant que vous puissiez... Non, il a des mécanismes, il a des mécanismes juridiques qui doivent sécuriser l'œuvre de quelqu'un. Ça doit être protégé. Parce que, regardez aujourd'hui le cas de... Je prends le cas de Inga, ou projet Katende.
Vous savez, ce projet a été conçu il y a combien d'années? Parce que si la volonté politique, les moyens financiers avaient suivi, mais ce projet serait déjà à terme. Mais regarde aujourd'hui. Combien de millions ont été dépensés? Et l'État perd toujours de l'argent comme ça. L'État perd de l'argent, le projet n'a même pas donné de résultats, mais l'argent est parti. Et avec ce temps de léthargie, l'argent est parti chez X ou Y, le projet dort. Mais heureusement, je viens de suivre qu'il y a 3 ou 4 jours que le président de la République a incité à actionner le gouvernement pour qu'on puisse déjà activer le projet pour commencer. Mais imaginez-vous que tout cet argent qui était déjà parti là, ça produit quel effet? Et il y a des matériaux qui se sont abîmés sur le terrain sans être utilisés. C'est pour vous dire quoi? Lorsqu'on conçoit un projet, il faut avoir du cœur. Il faut avoir du cœur, avoir la vision, avoir la mission, avoir des objectifs précis pour atteindre le but et la finalité. Et supposons que tous ces aspects que vous avez évoqués existent. Ça veut dire que quelqu'un a mis toute son âme dans son projet, comme je l'avais dit tantôt. Oui. Il fait tout ce qu'il pouvait faire, mais il est bloqué au niveau de l'exécution. Non, mais c'est ce que je t'ai dit au début. Lorsqu'il a cette vision-là, il a conçu son projet, il doit chercher à mobiliser les ressources financières. Il faut contacter X ou Y bailleur qui peut apprécier le projet, voir s'il a l'utilité ou la nécessité de le financer. Et s'il le finance, et s'il a la foi dans son œuvre, il peut exécuter son projet. Et là, les effets du projet sur la population peuvent être capitalisés par les bénéficiaires. Et donc, il a changé au moins une situation négative à une situation positive. Très bien, alors nous arrivons à la fin, soyons pédagogiques. Est-ce que vous pouvez vous adresser à ceux qui sont en train de nous suivre, surtout les autorités qui nous suivent? Parce que sont eux ou sont elles qui nous apportent souvent des projets qui n'arrivent toujours pas à finalité, des projets qui ne réussissent souvent pas, des projets qui ne s'exécutent même pas à 5%. Qu'est-ce qu'ils pouvaient leur dire? Quel est le conseil qu'ils pouvaient leur prodiguer pour que finalement nous puissions avoir des projets qui aboutiront et dans lesquels projets impliqueront cette fois-ci les bénéficiaires pour que ceux-ci aussi puissent apporter leur contribution dans la réussite de ces projets? Très bien. Je dirais à tous les acteurs de développement, publics ou privés, que le projet est une nécessité absolue aujourd'hui pour le développement de notre pays. Aucun pays au monde ne s'est développé sans avoir conçu, élaboré des projets. Car ces projets constituent les programmes et lesquels programmes peuvent constituer le plan de développement. Et lorsqu'on va élaborer, il faudrait d'abord tenir compte des réalités, les réalités ou nos besoins propres. Et deuxième élément, il faudrait sensibiliser la population bénéficiaire pour qu'ils puissent s'approprier ce projet en vue d'acquérir sa participation effective. Et troisièmement, lorsqu'il faut mobiliser les moyens, puis c'est ça les cœurs de nerfs, il faut veiller sur le décaissement des fonds. Les fonds à décaisser doivent correspondre à chaque poste pour lequel ce fonds-là était destiné. Il faudrait aussi mettre les mécanismes de suivi de ce projet-là ou de ce programme. Il faudrait faire des évaluations à mi-parcours et finalement même pour s'assurer de la viabilité de ce projet, il faudrait assurer la supervision. Et cela devrait leur permettre d'avoir des informations en amont et en aval et tirer la sonnette d'alarme. Et enfin, il faudrait que les contrôles, les audits puissent s'effectuer régulièrement. Comme ça constitue des mécanismes d'encadrement pour éviter les dérapages constatés dans l'exécution des différents projets. Et souvent, c'est là aussi les grands problèmes. Aspect suivi, contrôle. Ça pose aussi
Malheureusement, c'est ça qu'il faut faire pour que le projet réussisse. Très bien. Alors, c'est par cette note que nous allons boucler la boucle. Merci d'être passé, d'en savoir en parler, surtout d'avoir éclairé l'opinion par rapport à cette question que nous venons d'évoquer concernant les projets. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, parce que chaque fois que vous avez toujours besoin de nous, nous nous efforcerons toujours de venir en dépit des impératifs et du temps qui nous sont difficiles. Et aussi et surtout, les thématiques que vous organisez dans votre chaîne sont très capitales. Sont très capitales parce que la population où vous et moi nous faisons partie, nous devons améliorer nos conditions de vie. Mais nos conditions de vie ne peuvent s'améliorer que lorsqu'il y a de bons projets qui sont conçus à notre faveur et que nous-mêmes, nous serons les bénéficiaires. Très bien. Tout en impliquant la population, disons les bénéficiaires des projets. Et là, j'ose croire que surtout les autorités nous ont bien suivis, même ceux qui veulent bien élaborer des projets, ils ont compris les différents éléments dont il faut tenir compte. Sinon, vous allez élaborer un projet que vous allez garder dans votre tiroir et qui ne sera jamais exécuté. En ce moment-là, vous aurez travaillé en vain. Et là, nous bouclons la boucle. Merci beaucoup, une fois de plus, au chef des travaux Emmanuel Chindi, chercheur en développement. Avec lui, nous avions eu abordé une question assez importante que vous avez suivie, notamment liée à l'élaboration des projets. Pourquoi les projets échouent en République démocratique du Congo? Vous avez eu des réponses à travers ces numéros. Mais sinon, restez-nous fidèles. Merci à Christian, merci à Job Bassa et à Junior Selemani qui nous ont permis d'arriver jusque chez vous. Sinon, d'ici là, portez-vous bien et surtout, restez fidèles à nos programmes. Le seul programme qui ne vous cause pas de constipation. Au revoir.